Mon fils m'a dit que je n'étais pas son vrai père, alors j'ai arrêté de faire semblant de l'être, et il a soudain compris ce que perdre l'amour d'un père voulait vraiment dire, quand plus personne ne venait pour lui. C'est arrivé le matin après l'anniversaire de mon beau-fils. La maison sentait encore le glaçage et le plastique des ballons, ceux qui ne se dégonflent jamais complètement, ils restent simplement suspendus dans l'air comme des fantômes du bonheur d'hier. Léo m'a regardé droit dans les yeux, par-dessus son bol de céréales, et a dit : « T'es pas mon vrai père. Alors arrête d'agir comme si tu l'étais. » Puis il est retourné à son téléphone comme s'il n'avait pas, en une phrase, ouvert quelque chose à l'intérieur de moi. Ma femme, Molly, a juste poussé un soupir. Le genre de soupir qui veut dire je ne veux pas de drame, et elle est retournée à sa tasse. Mais moi, j'avais entendu chaque mot. Chaque syllabe. J'étais dans la vie de Léo depuis qu'il avait 4 ans, 9 ans de repas préparés, de genoux écorchés, d'entraînement de baseball et de visites aux urgences en pleine nuit quand la fièvre montait. Je lui ai appris à faire du vélo. Je suis resté éveillé avec lui pendant ses cauchemars. Son père biologique ? Un fantôme. Pas d'appel, pas de carte, même pas un texto d'anniversaire. Et maintenant, le garçon que j'avais élevé me jetait tout ça au visage. Très bien, me suis-je dit. Si je ne suis pas ton père, je vais arrêter d'agir comme tel. Ce soir-là, quand il est venu me voir avec ses devoirs de maths, je n'ai même pas levé les yeux de mon ordinateur. Demande à ton vrai père, ai-je dit. Si tu arrives à le trouver. Il a cligné des yeux, surpris, peut-être blessé. Molly m'a lancé un regard sec, mais je n'ai pas ajouté un mot. Parce que pour la première fois en 9 ans, je réalisais quelque chose, je jouais un rôle dans une histoire que tout le monde avait déjà réécrite sans moi. Le silence qui est tombé le lendemain matin était de ceux qui vibrent sous tout, dans le tintement des cuillères, dans le frottement des pas, dans l'espace non dit entre deux respirations. Je ne l'ai pas réveillé pour l'école. J'ai préparé mon café, nourri le chien, et je suis parti au travail. Quand je suis rentré le soir, la voix de Molly était déjà tranchante avant même que je franchisse la porte. Il a raté la première heure. Il a eu une retenue. Tu étais où ? Au travail, ai-je répondu calmement. Il a 13 ans. Il a un réveil. Léo a traversé le couloir en traînant les pieds, son sac à moitié ouvert, le visage rouge. Tu aurais au moins pu me réveiller. Les papas réveillent leurs enfants, ai-je dit. Moi, je suis juste le mari de ta mère. Il s'est figé, comprenant que, cette fois, j'étais sérieux. Le regard qu'il m'a lancé n'était plus de la défiance, c'était de la confusion. Peut-être même de la peur. Mais je n'ai pas laissé ça me toucher. Une semaine plus tard, il a raté l'entraînement de baseball parce que je ne l'avais pas conduit. Il s'est tenu près de la porte, gants en main, attendant que je prenne les clés. Je me suis contenté de faire un signe vers la voiture. Tu peux demander à ta mère de t'y emmener. Ou à ton vrai père, s'il est dans le coin. Il a marmonné quelque chose et a claqué la porte. 2 semaines après, il a eu un 0 à son devoir d'histoire. Plus de rappels, plus d'aide pour imprimer son rapport à minuit, plus de sauvetage de dernière minute comme toutes les fois précédentes. Molly m'a coincé dans la cuisine ce soir-là. C'est un enfant, Tom. Tu es cruel. Je me suis appuyé contre le plan de travail, toujours calme. Cruel, ce serait de lui mentir. Je ne fais que suivre la logique qu'il a choisie. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu un étranger. Peut-être que je l'étais. Parce qu'une fois que j'ai cessé de porter ce titre invisible, celui de père, j'ai réalisé à quel point j'avais été le seul à supporter le poids. À la réunion parents-professeurs suivante, j'y suis allé par habitude. L'enseignante de Léo nous a salués, polie mais nerveuse, tandis qu'un groupe de ses amis traînait à proximité. Léo a fait un vague geste de la main. C'est pas mon vrai père. Juste le gars qui vit avec nous. Ils ont ri, comme si c'était une blague sans importance. Même la prof ne savait plus où regarder. J'ai souri, poli et glacé. Bon à savoir, ai-je dit. Alors peut-être que ton vrai père pourra venir la prochaine fois. Il n'est pas venu. Bien sûr qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu au match que j'ai cessé d'entraîner. Il n'est pas venu au concert de l'école que je n'ai pas filmé. Il n'a pas applaudi dans le public quand Léo a balayé la foule du regard en cherchant quelqu'un qui n'était pas là. Pour la première fois, le garçon qui m'avait repoussé commençait à comprendre ce que l'absence signifiait vraiment. Pendant ce temps, la maison changeait. C'est fou à quelle vitesse une famille peut commencer à ressembler à une colocation quand l'amour fait un pas en arrière.
Molly essayait de combler le fossé, conversation forcée au dîner, rires artificiels résonnant contre les murs. Mais chaque repas semblait joué d'avance. Léo m'évitait, et moi j'évitais de le sauver. Je le regardais apprendre les conséquences de mots lancés trop vite. Un soir, je l'ai trouvé assis sur le canapé, ses devoirs étalés devant lui, faisant semblant de ne pas avoir besoin d'aide. Les chiffres étaient faux, les réponses brouillonnes. Je suis passé derrière lui sans rien dire. Une demi-heure plus tard, j'ai entendu son crayon tomber et un petit « tant pis » murmuré pour personne en particulier. Il a commencé à faire les choses seul, la lessive, cuisiner de petits repas, régler son propre réveil. Et je pouvais voir la vérité lui venir peu à peu, la responsabilité ne tombe pas du ciel le jour où tu deviens adulte, quelqu'un te l'apprend. Et pendant 9 ans, ce quelqu'un, ça avait été moi. Molly est devenue plus froide, elle aussi. Elle disait qu'elle comprenait ma blessure, mais pas mes méthodes. Tu le punis, m'a-t-elle dit un soir, debout dans l'embrasure de la porte de notre chambre. Je lui montre, ai-je répondu. Tu lui montres quoi? Ce qui arrive quand tu dis à quelqu'un qu'il n'a pas sa place, et qu'il finit par te croire. Elle n'a rien répondu. Elle est simplement sortie, doucement, comme le font les gens quand ils réalisent une vérité trop tard. Les semaines sont devenues des mois. La tension a cessé de ressembler à une blessure pour devenir une architecture construite dans les murs, les lattes du plancher, l'air lui-même. Puis, un après-midi, je suis rentré et j'ai trouvé le vieux gant de baseball de Léo posé sur la table de la cuisine. À côté, un mot, écrit dans l'écriture hésitante d'un ado. Je ne sais pas où est mon vrai père. Mais je sais que toi, tu étais là. Désolé. Je ne savais pas quoi faire de ça. Le papier tremblait dans ma main. Parce que le pardon d'un enfant n'est pas bruyant, il est discret, maladroit, et il fait plus mal que l'insulte elle-même. Mais je n'ai pas repris le gant. Pas encore. Parce que parfois, les leçons ont besoin de temps pour s'installer. Et la maison, pour la première fois, apprenait ce que cela voulait dire de perdre son père et peut-être, juste peut-être, ce qu'il faudrait faire pour le retrouver. Le voyage d'affaires de Molly était prévu depuis des semaines, 2 jours de conférence à Denver, le genre d'événement qu'elle adorait parce que ça la faisait se sentir importante. Je lui ai dit que je gérerais à la maison. Elle a hésité sur le pas de la porte, comme si elle ne me faisait plus tout à fait confiance, puis elle est partie quand même. La première nuit, la maison semblait creuse. On ne se rend pas compte du bruit que fait une famille tant que ce bruit n'est plus là, les voix qui se chevauchent, les pas, le bourdonnement du lave-vaisselle qu'on a oublié de lancer. Sans tout ça, chaque craquement du plancher sonnait comme un jugement. Léo est resté dans sa chambre, casque sur les oreilles, la lumière bleue de l'écran filtrant sous la porte. J'ai travaillé tard, répondu à quelques mails dont je me fichais, réchauffé un dîner au micro-ondes, et je n'ai pas frappé à sa porte pour lui dire de manger. Vers 10 heures, j'ai entendu le frigo s'ouvrir, puis se refermer. Pas un mot. Juste le rythme terne de 2 personnes qui font semblant que l'autre n'existe pas. Il devait être près de minuit quand j'ai entendu frapper. 3 petits coups, hésitants. Oui, ai-je répondu. La porte s'est entr'ouverte, et Léo se tenait là, pâle, en sueur, les mains sur le ventre. J'ai mal, a-t-il murmuré. J'ai vraiment mal au ventre. Je crois que j'ai besoin d'un médecin. Je l'ai regardé longtemps. Chaque instinct en moi hurlait de prendre les clés, de tout arranger comme je l'avais toujours fait. Mais j'entendais encore l'écho de sa phrase, des semaines plus tôt, t'es pas mon vrai père. Alors j'ai répondu doucement, presque avec tendresse, les vrais pères emmènent leur fils à l'hôpital. Moi, je ne suis pas ton vrai père, tu te souviens. Son visage a changé au ralenti, confusion d'abord, puis incrédulité, et enfin quelque chose comme de la trahison. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Puis il a fait demi-tour et s'est éloigné dans le couloir. Je suis resté figé, fixé au mur. J'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer, puis des sanglots étouffés. Des sons faibles, désespérés, qui transperçaient chaque mur que j'avais construit. Je me suis dit qu'il exagérait, que c'était peut-être juste un mauvais mal de ventre après trop de pizza. Les enfants rebondissent toujours. Mais les pleurs ne s'arrêtaient pas. À 2 heures du matin, la maison est tombée dans un lourd silence, et j'ai fini par sombrer dans un demi-sommeil plein de culpabilité. Quand je me suis réveillé, la lumière du jour inondait la cuisine et Léo avait disparu. Un mot sur le plan de travail, écrit d'une main tremblante, parti chez mamie. T'inquiète. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a vibré. Molly.
Sa voix s'est brisée avant même que je dise bonjour. Tom, il est à l'hôpital. Intoxication alimentaire. Forte déshydratation. Il est sous perfusion. Comment tu as pu ne rien faire? Il t'appelait. J'ai fermé les yeux. Il m'a dit que je n'étais pas son père, et je répondu doucement. Alors j'ai respecté son choix. Un long silence, puis un souffle tremblant. Tu es incroyable. Je sais, ai-je dit avant de raccrocher. Je suis resté là des heures, à fixer le café froid sur la table, l'assiette intacte de la veille. Ce n'était pas l'orgueil qui me clouait à ma chaise, c'était le cœur brisé. Celui qui ne vient pas avec des cris ou des disputes, juste avec cette lente et étouffante réalisation que quelque chose de sacré a été brisé au-delà de toute réparation. 9 ans de genoux écorchés, de trajet vers l'école, d'histoire du soir réduit à une seule phrase d'un garçon qui ne comprenait pas la puissance de ses propres mots. Ce soir-là, la maison était calme à nouveau. Pas de pas dans le couloir, pas de rire, rien d'autre que le ronronnement discret du réfrigérateur. Je suis entré dans le salon et j'ai vu les traces de son enfance partout, une voiture miniature cassée, une balle de baseball signée par son équipe, la photo encadrée du jour où il avait frappé son premier home run. J'étais sur cette photo aussi, le portant dans mes bras, tous les deux souriant comme des idiots. J'ai posé le cadre à l'envers. Plus tard dans la soirée, Molly m'a envoyé un message, il demande après toi. J'ai répondu, laisse-le se reposer. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de la rancune. C'était le vide qui vient quand l'amour a été pris pour une obligation trop longtemps. Et assis là, seul dans le silence, j'ai compris que je n'avais pas seulement perdu un fils. J'avais perdu ma place dans le monde que nous avions construit ensemble. Parce que quand le silence finit par tomber, il ne rugit pas. Il murmure. Et il ressemble toujours à ta propre voix qui dit, peut-être qu'il avait raison. Les semaines après l'hôpital ont été la période la plus difficile de ma vie et, je crois, de la sienne. Léo est revenu à la maison pâle, amaigri, plus silencieux. Les médecins disaient qu'il allait s'en remettre, mais les dégâts n'étaient pas seulement physiques. C'était plus profond, quelque chose qu'aucun médicament ne pouvait soigner. Il mangeait à peine. Sa chambre sentait légèrement l'antiseptique et le silence. Chaque nuit, je l'entendais bouger, éveillé quand il aurait dû rêver à tout sauf à ça. Molly essayait de recoller les morceaux. Elle cuisinait ses plats préférés, laissait des petits mots sur le frigo, essayait de parler de « tourner la page ». Mais l'air de la maison avait changé, dense, méfiant, comme une brume qu'on n'arrivait jamais à traverser. Il venait dîner et s'asseyait en face de moi sans me regarder. Je lui demandais comment s'était passée la journée, il haussait les épaules. Parfois, il marmonnait un « ça va ». La plupart du temps, il tripotait sa nourriture jusqu'à ce que Molly perde patience et débarrasse la table avec frustration. Ses notes ont chuté en premier. Puis les appels ont commencé, un de son prof d'anglais, un de la conseillère scolaire. Des mots comme replié sur lui-même, distrait, en colère. Puis son entraîneur a appelé. Tom, qu'est-ce qui se passe? Il a quitté l'équipe. Il a juste arrêté de venir. Les autres s'inquiètent. C'était notre meilleur joueur. Je n'avais pas de réponse. Aucune qui tienne debout. Parce que comment expliquer qu'un garçon s'effondre sous le poids de ses propres paroles? Qu'il a brisé quelque chose de sacré et qu'il ne sait pas comment le reconstruire? Molly me rendait responsable, d'abord en silence, puis ouvertement. Il se punit lui-même, m'a-t-elle dit un soir. Et toi, tu le laisses faire. Je ne le laisse rien faire du tout, ai-je répondu. Je ne le sauve plus, c'est tout. C'est la même chose. Peut-être qu'elle avait raison. Mais je ne pouvais pas me résoudre à faire semblant que tout allait bien. Puis la nuit est arrivée où tout a explosé. Il était tard, la pluie tombait à torrents dehors. J'ai frappé à sa porte avec une assiette des spaghettis, le seul plat qu'il mangeait toujours, peu importe à quel point il était en colère. Il n'a pas répondu. J'ai entrouvert la porte, posé l'assiette sur son bureau. Il était assis sur son lit, capuche sur la tête, casque sur les oreilles. J'ai fait demi-tour pour partir. Le fracas a éclaté derrière moi, l'assiette brisée, la sauce éclaboussant le sol et le mur. Je te déteste, a-t-il hurlé. Je déteste cette maison. J'aimerais que tu partes. Un instant, j'ai eu envie de hurler moi aussi. De lui renvoyer ses propres mots comme des couteaux. Mais au lieu de ça, je l'ai juste regardé, vraiment regardé. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rouges,
Sa voix se brisait quelque part entre la rage et le chagrin. Alors essaie de vivre sans moi, ai-je dit calmement. Il s'est figé. Un instant, j'ai cru qu'il allait s'effondrer là, devant moi. À la place, il a attrapé sa veste et a filé, claquant la porte d'entrée si fort qu'un cadre est tombé du mur. La pluie l'a englouti. Molly n'était pas à la maison ce soir-là, garde de nuit à la clinique. Je suis resté près de la fenêtre longtemps, à regarder les réverbères se brouiller sous l'averse, comptant les minutes comme des prières. Chaque voiture qui passait, je me demandais s'il était dedans. Chaque éclair, je l'imaginais quelque part dehors, trempé, furieux et seul. 1 heure plus tard, la porte s'est ouverte. Il se tenait là, trempé, grelottant, paraissant plus petit que jamais. Ses chaussures faisaient un bruit mou sur le parquet tandis qu'il passait devant moi sans un mot, montait les escaliers, rentrait dans sa chambre. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas grondé. Je ne l'ai pas pris dans mes bras non plus. Je l'ai juste laissé passer. Plus tard, quand la maison s'est enfin calmée, j'ai entendu des sanglots étouffés à travers les murs, ceux qu'on ne veut pas laisser sortir mais qui ne peuvent plus rester enfermés. Je suis resté assis dans le salon plongé dans le noir, à écouter, et pour la première fois, je ne me sentais plus en colère. Je me sentais juste vieux. J'ai compris alors, ce n'était plus une histoire de punition. C'était une histoire de perte. De vraie perte. Celle qui vous laisse tous les deux en sang, dans des pièces différentes de la même maison. Il avait enfin atteint le bord de sa rébellion et s'était penché pour découvrir que personne ne l'attendait en bas pour le rattraper. C'est là que ça craque, quand tu réalises que tu n'as plus personne à blâmer, et que l'écho de ta propre voix est la seule réponse. Le lendemain matin, il est descendu pour le petit déjeuner, les cheveux encore humides de la pluie de la veille. Il ne m'a pas regardé. Je n'ai rien dit. Mais il s'est assis quand même, pour la première fois depuis des semaines. Il a versé des céréales, calmement, méthodiquement. Ce n'était pas la paix. Loin de là. Mais c'était une forme de reddition, le silence fragile de deux personnes qui admettent enfin qu'elles ne peuvent pas continuer à se battre contre la gravité indéfiniment. Parce que le point le plus bas ne ressemble pas à des cris. Il ressemble à la pluie, à des pas, et au petit cliquetis d'une cuillère contre un bol. La maison avait été silencieuse si longtemps que j'avais fini par croire que le silence était notre nouvelle langue. Pas de cris, pas de rire, juste le faible ronronnement de l'existence, deux fantômes sous le même toit, qui font semblant d'être vivants. Puis, un après-midi, je suis rentré plus tôt et j'ai trouvé Léo assis à la table de la cuisine. Son téléphone était sur le comptoir, l'écran allumé, mais il ne faisait pas défiler. Il le fixait, immobile, les yeux rouges. Son bol de céréales du matin était encore à moitié plein à côté de lui. Je me suis adossé à l'embrasure de la porte. Ça va ? Il n'a pas levé les yeux tout de suite. Quand il l'a fait, sa voix est sortie petite, éraillée. Mon vrai père a posté une photo, a-t-il dit. Sur Facebook. Il a fait glisser le téléphone vers moi. J'ai baissé les yeux. Il y avait là un homme souriant que je reconnaissais à peine, tenant un bébé emmailloté dans une couverture d'hôpital. La légende disait « Bienvenue au monde à mon premier fils ». Léo a dégluti avec peine. « Mon premier fils », a-t-il répété. Je crois que j'ai jamais vraiment compté. Cette phrase m'a frappé plus fort que tout ce qu'il m'avait lancé auparavant. Pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était vraie d'une manière qui nous brisait tous les deux. Je me suis assis en face de lui, les mains posées sur la table. « Tu as compté ?» ai-je dit doucement. Juste pas pour lui. J'ai attendu que ses yeux finissent par croiser les miens. Mais pour moi, tu comptais. Tu comptes toujours. Pendant longtemps, il n'a pas bougé. Il m'a simplement regardé, comme s'il essayait de décider s'il pouvait me croire. Puis sa lèvre a tremblé, et il a cligné des yeux rapidement, comme gêné d'être sur le point de pleurer. « J'ai été horrible avec toi », a-t-il dit. « Toi, tu es resté quand lui est parti. Et j'ai fait comme si ça ne valait rien. » J'ai secoué la tête lentement. « C'est normal d'être en colère, Léo. Tu t'es juste trompé de cible. » Il a baissé les yeux vers ses mains. Je me suis dit que si je te repoussais en premier, ça ferait moins mal si tu partais toi aussi. Ça m'a transpercé. Parce que j'avais fait la même chose, me refermer, me durcir, en croyant que la distance me protégerait de la douleur. Nous avions tous les deux essayé de survivre à l'amour en faisant semblant de ne pas en avoir besoin. J'ai avancé la main sur la table, non pour le prendre dans mes bras ni pour arranger les choses, juste pour poser ma main près de la sienne.
L'amour, ce n'est pas une obligation, ai-je murmuré. C'est un choix. Tous les jours. Et je t'ai choisi, toi, Léo. Même quand ça faisait mal. Il n'a rien répondu, mais il n'a pas retiré ses mains non plus. C'était suffisant. Après cette nuit-là, quelque chose a changé, imperceptible mais réel. Pas de feu d'artifice ni de grandes excuses, juste de petites choses, délibérées. Il a recommencé à se lever tout seul, à aller en cours, à manger avec nous. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, c'était différent, plus calme, plus prudent, comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue mot par mot. Il s'est mis à aider dans la maison, sortir les poubelles sans qu'on le lui demande, vider le lave-vaisselle, promener le chien même quand ce n'était pas son tour. Rien de tout ça n'était spectaculaire, mais je le remarquais. Chaque geste était une phrase dans l'excuse qu'il n'arrivait pas encore à prononcer. Molly le voyait aussi. Un soir, elle a murmuré, « Il fait des efforts, Tom. Ne le repousse pas. » Je ne le repousse pas, ai-je répondu. Je le laisse juste revenir à son rythme. Un matin, je me suis levé tôt et je l'ai trouvé déjà dans la cuisine. Il avait fait des toasts et des œufs brouillés un peu trop cuits, mais mangeables. Il a levé les yeux quand je suis entré, esquissant un demi-sourire, incertain. « J'en ai fait en plus » a-t-il marmonné. « Merci » ai-je dit en m'asseyant. C'était la première vraie trêve que nous avions depuis des mois. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un mot sur le comptoir en rentrant du travail. Une simple feuille lignée, pliée en deux. L'écriture était de travers, comme s'il l'avait écrite vite avant de changer d'avis. « Merci pour le petit-déj. T'étais pas obligé, mais tu l'as fait. » Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était tout. Je suis resté longtemps là, le billet à la main, réalisant que c'est comme ça que la guérison arrive, pas avec de grands discours, mais avec de petits gestes reconnus. Ce garçon qui avait dit un jour que je n'étais pas son père me remerciait maintenant pour le plus petit acte d'attention. Ce soir-là, j'ai glissé le mot dans mon portefeuille. Il y est toujours, derrière mon permis de conduire. Il est tout froissé et taché maintenant, mais il me rappelle quelque chose que j'avais failli oublier, le pardon ne revient pas dans une maison en fanfare. Il se faufile doucement, avec le visage d'un enfant qui dit enfin merci. Et quand il le fait, le silence qui autrefois piquait commence enfin à ressembler à de la paix. Les années qui ont suivi ne sont pas arrivées avec de grands moments. Elles sont venues avec de petites victoires silencieuses, empilées les unes sur les autres jusqu'au jour où j'ai réalisé que le garçon qui claquait les portes et lançait les mots comme des couteaux était devenu quelqu'un de complètement différent. Léo a grandi, plus grand, plus posé. Les bords tranchants se sont adoucis, remplacés par quelque chose de plus tendre, de plus profond. Il s'est remis au baseball, cette fois comme coach des plus jeunes au même parc où je me tenais autrefois dans les gradins à crier des encouragements. Sauf que maintenant, c'était lui qui applaudissait les autres, patient, bienveillant, le genre d'homme qui sait ce que l'absence fait, et qui refuse de laisser quelqu'un d'autre la ressentir. Molly et moi nous tenions souvent près du grillage, à le regarder. Elle glissait sa main dans la mienne et murmurait, « Tu as bien fait, tu sais. » Et moi, je secouais la tête. On a bien fait. Mais la vérité, c'est que Léo a fait la partie la plus difficile lui-même. Il a choisi de grandir. Quand l'année de terminale est arrivée, il m'a demandé de relire sa dissertation pour l'université. Il était tard, la cuisine silencieuse, à part le ronronnement du frigo. J'ai parcouru les premières lignes, puis je me suis arrêté. Ce n'était pas un texte sur le baseball, ni sur ses notes, ni sur des obstacles surmontés. C'était sur moi. Il n'était pas obligé de m'aimer. Mais il a choisi de le faire. Et j'ai appris ce que l'amour signifie vraiment le jour où j'ai failli le perdre. J'ai dû détourner le regard pour qu'il ne voie pas la larme qui coulait sur ma joue. J'ai fait semblant de me frotter les yeux, j'ai raclé ma gorge. C'est bien, ai-je réussi à dire, ma voix se brisant à moitié sur le mot. Il a souri. Ouais. Ouais. Vraiment bien. Il a été accepté dans une fac à 3 heures de route assez près pour venir, assez loin pour construire sa propre vie. La veille de son départ, nous étions assis sur le porche, l'air lourd de chaleur et de choses non dites. Il regardait l'allée, là où sa voiture chargée l'attendait. « Tu crois que maman va pleurer demain ?» a-t-il demandé. Sans aucun doute. Il a ri doucement. « Et toi ? » Je tiendrai le coup. Il s'est tourné vers moi, la lumière du porche accrochant l'ombre de barbe sur sa mâchoire, les premiers signes de l'âge adulte, de la distance, du fait qu'il devenait son propre homme. « Je t'appellerai chaque semaine, »
a-t-il dit. Puis, après une pause, pas parce que je dois. Mais parce que j'en ai envie. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fendu, une fissure qui ne fait pas mal, celle qui laisse entrer la lumière. Il est parti le lendemain matin. Il a serré Molly en premier, longtemps, fort. Quand il s'est tourné vers moi, il n'a pas dit au revoir. Il m'a simplement attiré contre lui, fort, comme un homme en serre un autre, pas comme un enfant qui enlace un parent. Merci, a-t-il dit. Pour tout. Va prendre de bonnes décisions, ai-je réussi à dire d'une voix basse. Il a esquissé un sourire. J'en ai déjà pris une. Aujourd'hui, des années plus tard, les appels continuent parfois chaque semaine, parfois non. La vie suit son cours. Mais chaque fois que mon téléphone s'allume et que j'entends « Salut, papa », quelque chose en moi se stabilise. Parce que ce mot n'a pas la même saveur quand il est choisi. Quand il n'est pas hérité, mais gagné brique après brique, moment après moment, à travers les disputes, les silences et un lent pardon. Il revient nous voir pour les fêtes, plus grand que moi maintenant, sûr de lui. Parfois, il répare des trucs dans la maison sans que je le lui demande, comme moi autrefois quand je réparais ses jouets cassés. À Noël dernier, il m'a tendu une petite boîte emballée de papier froissé. À l'intérieur, il y avait un cadre photo, celui d'il y a des années, du match de baseball. Mais cette fois, la photo n'était pas retournée. Elle était nouvelle. Une photo de nous deux, côte à côte, le jour de sa remise de diplôme, avec le même sourire fier et un peu maladroit. La gravure en bas disait. Ce n'était pas le sang. C'était le choix. Je n'ai rien dit pendant longtemps. J'ai juste hoché la tête, parce que les mots ne faisaient pas le poids face au nœud dans ma gorge. Il m'appelle papa maintenant. Toujours, depuis ce jour sur le porche. Et à chaque fois que je l'entends, je me rappelle le long chemin qui nous y a menés, chaque porte claquée, chaque nuit de silence, chaque erreur qui a fait assez mal pour nous apprendre quelque chose de vrai. Parce que ce n'est pas seulement la biologie qui fait de toi un père. C'est l'acte discret et peu glorieux de rester. C'est être là même quand tu ne te sens pas le bienvenu. C'est choisir l'amour alors qu'il serait tellement plus facile de partir. Et l'ironie dans tout ça? Le jour où j'ai arrêté de faire semblant d'être son père. C'est le jour où je le suis devenu pour de bon.